Allez, suite et fin de ce chapitre sur le théorème du moment cinétique. Donc c'est l'objet d'étude d'aujourd'hui, un nouveau théorème de la dynamique, ici du point matériel. Donc un théorème qui va lier ici moment d'une force et moment cinétique d'un point par rapport à un point. Donc c'est le grand 3. Donc le grand 3, on va regarder ici, ceux qui sont distance, si vous ne voyez pas, c'est du tableau. Donc théorème du moment cinétique. Théorème du moment cinétique. Donc toujours ici, on va articuler ici ce plan en plusieurs parties, énoncé, démonstration, d'accord, cas de nullité ici, et application au pendule simple avec frottement. Donc on y va pour ici, première phase, la phase de démonstration. Ce théorème se démontre assez facilement. Démonstration. Voilà. Démonstration de ce théorème. Alors, je rappelle ici le contexte. Voilà. On va ici considérer M, un point matériel, donc un point mobile, voilà, animé de la vitesse V de M dans R. Un point mobile, voilà, animé d'une vitesse ici instantanée V de M dans R. Voilà. Donc ce point mobile, en plus ici d'être animé d'une vitesse instantanée V de M dans R, on suppose qu'il sera soumis à ici des forces extérieures, d'accord. Ici donc M, donc en plus d'être mobile, il est ici, voilà, soumis, voilà, à des forces extérieures. Donc ces forces extérieures, elles sont dénombrables, d'accord, voilà, et je vais les indicer par I. Donc je vais noter F indice I, les forces extérieures qui s'appliquent sur le point M. Donc on a un point matériel M, mobile, à une vitesse V. En plus ce point est soumis à des forces extérieures, ici FI, telles que si j'applique la deuxième de Newton, ici, masse fois accélération du point M dans R, égale la somme sur I, allant de 1 à N, des F ici. Donc là, je change un tout petit peu d'attention. Au lieu d'écrire somme des forces extérieures, j'écris somme sur I des FI, d'accord, où I est la IM force, ici s'appliquant sur le point matériel M mobile, d'accord. Donc je peux dénombrer les forces extérieures. J'en ai grand N, d'accord, voilà, ici. Et toujours dans ce chapitre, j'ai un point d'évaluation. Un point d'évaluation, un point ici fixe qui va permettre d'évaluer, de calculer soit le moment d'une force, soit le moment cinétique du point par rapport à un point. Donc O, on a O, un point ici d'évaluation fixe. Donc on a O, un point d'évaluation fixe pour calculer le moment des forces. Voilà. Ok. Alors, le théorème du moment cinétique va faire ici intervenir le moment cinétique d'un point par rapport à un point. Donc on va peut-être rappeler la définition. Donc par définition, voilà, par définition, voilà, on rappelle que le moment cinétique, alors je rappelle c'est le moment cinétique du point M par rapport à O, d'accord, voilà, c'est un vecteur. Donc on rappelle la définition du vecteur moment cinétique du point M par rapport au point O. Donc là, faites attention à ceux qui sont en distance, vous voyez, c'est un vecteur moment cinétique du point M mobile par rapport au point O d'évaluation qui est fixe. Et c'est un vecteur défini par un produit vectoriel. Le produit vectoriel de quoi? Le vecteur OM, position, vectoriel masse fois la vitesse, instantanée. OM vectoriel MV. D'accord? Donc par définition de ce moment cinétique, d'accord, ici, voilà, on évalue, voilà, on évalue ensuite, voilà, sa dérivée temporelle. Donc on va ici évaluer la dérivée temporelle de ce vecteur. D'accord? Alors je vais la faire là-haut, on ne va rien voir, donc j'ai fait la dérivée temporelle ici en haut à droite. Donc j'estime la dérivée temporelle de ce vecteur, le moment cinétique d'un point par rapport à un point, voilà, ici relativement à un référentiel. Alors oui, c'est vrai, c'est implicite. Quand j'écris ceci, la deuxième loi de Newton, somme des forces
égale MA, donc MA égale somme sur I des FI. Ça, c'est valable dans R galiléen. Je ne l'ai pas dit, mais ça, surtout pour vous, les prochaines, vous le reverrez, vous ferez un peu de mécanique. La mécanique dans des référentiels non galiléens. Ça, c'est uniquement valable dans le référentiel galiléen. Donc, rajoutez, ouais, précision quand même, ici. Donc, pour ceux qui sont en distance, ici, regardez, je rajoute ici cette relation, vous connaissez le PMD, c'est valable dans R galiléen. Donc, les référentiels, il est galinien. Voilà. On le rajoute ici, en note ici, à droite. D'accord? Voilà. Donc, par définition du vecteur moment cinétique, d'un point par rapport à un point, on évalue ici ensuite sa dérivée temporelle. Alors, cette dérivée temporelle, un produit vectoriel reste un produit. Un produit vectoriel reste un produit, U fois V. Donc, quand je vais dériver ceci, c'est dérivé à un produit U fois V, U' V plus UV'. Quand j'ai un produit, U' V plus UV'. Donc, on y va, je dérive par rapport au temps. Attention, je dérive par rapport au temps. Le premier terme, donc dérivé ici, le vecteur position. Donc dVm sur dt. On dérive le premier terme. Donc ça c'est U', V. U', V. Voilà. Je continue ici, je pense que je vais continuer en dessous. Je continue ici en dessous. Plus U fois V'. Voilà. Donc là, où j'aurai OM dV sur dt dans R galiléen. Voilà. Donc je dérive le produit U fois V, U' V plus UV'. Donc un produit vectoriel, je vous rappelle, reste un produit. Là, vous voyez, il apparaît la dérivée temporelle du vecteur position. Et sens cinématique du point matériel, il s'agit du vecteur vitesse instantanée. Vecteur vitesse instantanée, pardon, V de M dans R. V de M dans R. Donc je réécris ma dérivée ici, donc j'aurai V de M dans R. V de M dans R. Vectoriel M V de M dans R, voilà, premier terme, d'accord, U', plus, ici, voilà, le terme en OM, donc vecteur OM, produit vectoriel, ici, donc M, et là j'ai la dérivée temporelle du vecteur vitesse instantanée. Donc là je retrouve le vecteur accélération du point M dans R, voilà. Alors le premier terme fait apparaître un produit vectoriel entre deux vecteurs identiques, ça me retourne le vecteur nul ici. Donc V vectoriel V me retourne ici le vecteur nul. Et donc ici, on va avoir OM vectoriel MA. MA, masse ou accélération. Masse ou accélération, on trouve ici en bleu. J'ai également cette information ici. Masse ou accélération. On l'a vu, d'après la deuxième loi de Newton dans un référentiel R galiléen, c'est la somme sur I des FI. Donc je remplace ici, en bleu, par somme sur I. Somme sur I, allant de 1 à N des forces extérieures. Ok. C'est là ce que je peux faire également. Vous voyez, alors, oui, la somme ici porte sur un indice I. L'indice I est porté par la force FI. O est un point d'évaluation fixe et toutes les forces FI s'appliquent sur l'unique point M. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indice I sur M. Il y a un seul point d'application, c'est le point M. Donc ce que je vais faire, c'est mettre ce symbole de somme sur I. Donc attention à ceux qui sont en distance, regardez. Je vais mettre cette somme allant de 1 à N. Je mets devant. C'est pas gênant. C'est pas gênant parce que O, il n'y a qu'un seul point d'évaluation fixe. M, c'est le seul point d'application de toutes les forces FI. Donc j'aurais écrit somme sur I des OM vectoriel FI. Ouais. Ah bah tiens, c'est quoi ça? C'est quoi ça finalement ce qui est ici sous la somme sur I allant de 1 à N? Le produit vectoriel OM vectoriel FI. Bah ça s'apparente au moment, d'accord, ici, de la force FI par rapport au point O fixe. Donc ce que j'ai écrit ici en jaune, en accolade jaune, ça c'est le moment. Donc j'espère que vous voyez à distance, ici c'est le moment, M comme moment. Le moment de la force FI, de la IM force, par rapport au point O. Voilà. Donc conclusion, bilan. Donc ça me donne l'énoncé finalement. Donc là je l'ai. J'ai mon théorème du moment cinétique par rapport ici au point O. Ici. Donc ici on a directement. C'était le petit 2, c'est ça, ouais. Énoncé. Ouais, petit 2 énoncé. Énoncé. Qu'est-ce que l'on vient de montrer? Alors ça pareil, c'est une loi aussi importante finalement qu'un théorème énergétique ou même que le principe fondamental de la dynamique. On vient de montrer que la dérivée temporelle du vecteur
moment cinétique du point M par rapport à O, la dérivée temporelle du moment cinétique du point M par rapport à O dans R égale I1, donc la dérivée temporelle de ce vecteur-là est égale à la somme sur I à valeur de 1 à N des moments par rapport au point O fixe de toutes les forces FI qui s'appliquent sur le point M. Voilà. Alors ça, comme voilà. La démo, on peut vous la demander, hein, dans quel jour, en question de cours, mais ça, l'énoncé, il faut connaître par cœur, d'accord, et savoir ici interpréter, voilà, ce terme ici à droite, on a la somme des moments, pareil, par rapport, ici, donc c'est un moment par rapport au point O, donc c'est donc un moment qui est vectoriel, donc moment par rapport ici au point O, donc c'est la somme des moments, la référence c'est le point O, là il y a I qui manque, voilà, c'est des moments par rapport ici au point O, des forces, donc des forces qui s'appliquent en M. Donc je rappelle ici hein, la logique, O est un point d'évaluation et ici toutes les forces FI s'appliquent sur un point M, d'accord, qui s'applique ici au point M. Voilà. Surtout, hein, ne confondez pas point d'évaluation et point d'application de la force. Donc, toujours logique ici, d'accord, pour le moment d'une force. Bon. Et ça permet d'établir des équations différentielles. Alors à quoi ça sert? On va montrer après à quoi ça sert. Bon, ça permet entre autres d'établir des équations différentielles. Donc là ici, l'intérêt de ce théorème, ici, intérêt. Alors pareil, je ne vais pas écrire à chaque fois théorème du moment cinétique. D'accord, je écris ici avec les 3 points de la lettre, avec l'acronyme, théorème du moment cinétique. D'accord, donc intérêt de ce théorème, entre autres, il permet d'établir des équations différentielles. D'accord, tout comme le PFD, il permet d'établir, voilà, ici des équations. Donc équation du mouvement, quand je dis équation différentielle, équation du mouvement. Voilà, des équations différentielles. Voilà. Premier énoncé qui est vectoriel. Vous voyez, c'est un énoncé vectoriel parce que j'ai un vecteur à gauche et donc je retrouve un vecteur à droite. Et ça se voit parce qu'on évalue aussi bien le moment d'une force et le moment d'un point par rapport à un point. C'est-à-dire qu'il y a une logique quand j'évalue les moments d'une force et le moment cinétique d'un point ou d'une force par rapport à un point, O, j'ai forcément un vecteur. Ce qui ne sera pas le cas, ce que je vais faire tout de suite, quand j'évalue ces mêmes moments, moment de force et moment cinétique par rapport à un axe. Là, on aura un scalaire, parce qu'on effectue des projections scalaires. D'accord? Donc, c'est le troisième temps, petit 3. 3. Ça sera le théorème du moment cinétique scalaire. Donc, théorème, c'est une autre variante. Moment cinétique qu'on qualifie de scalaire. Scalaire, puisqu'elle est liée à des moments scalaires. Théorème du moment cinétique scalaire. Alors, la logique est la même. On va non pas partir d'un moment cinétique d'un point par rapport à un point. On va partir du moment cinétique d'un point par rapport à un axe delta. D'accord? Donc, pareil, on part de cette relation-là avec donc, la définition de L delta de M par rapport à M. Vous voyez là, je ne mets plus de flèche. Parce que là, j'évalue le moment cinétique, donc là, la vitesse cinétique. Donc la vitesse de M, donc moment cinétique de M par rapport à l'axe delta. Et ce L delta de M, je vous rappelle, c'est la projection scalaire du vecteur précédent. Donc c'est la projection scalaire du moment cinétique du point M par rapport à O. Projection scalaire selon, ici, E delta. Donc projection scalaire selon E delta. Donc par définition, d'accord, c'est la définition d'un moment cinétique, d'un point par rapport à un axe. C'est la projection scalaire du moment cinétique d'un point par rapport à un point. Et qu'est-ce que l'on fait? La même chose, on évalue sa dérivée temporelle. D'accord? Avec ceci, on en déduit, donc
on sera un peu plus rapide. Hein. On sera un peu plus rapide. On déduit la dérivée temporelle. Donc dérivée de L delta de M par rapport au temps. Toujours dans R. Voilà. Alors pareil, j'ai dérivé cette fois-ci un produit scalaire. Mais un produit scalaire, ça reste un produit. Quand j'ai dérivé un produit UV, U'V plus UV'. D'accord? Donc je vais dériver le produit qui est à gauche. Donc on y va, c'est la dérivée d'un vecteur, moment cinétique d'un point par rapport à un point dans R. Tac, tac. Donc je fais U'V, ça va? U'V, ici, premier terme, ouais, plus UV'. Alors, je vais le faire ici. Monter sur la même ligne, sinon, n'importe quoi. Donc le deuxième terme, plus le vecteur L0 de M dans R, fois, donc ça sera UV', dérivé de E delta par rapport au temps. D'accord? Bien. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Donc là, attention, j'ai toujours un produit scalaire. J'ai toujours un terme de produit scalaire ici entre les deux vecteurs. Le deuxième terme que j'ai rajouté ici, oui, j'ai complété en fin de ligne, j'ai ce terme en ici UV'. UV' où je vais dériver par rapport au temps. Le vecteur unitaire E delta. Ah, mais E delta. E delta, il oriente l'axe delta. E delta est un vecteur unitaire, de norme unitaire. Sans ces directions fixées. Ouais, parce que l'axe est fixe. Donc dérivé par rapport au temps, un vecteur unitaire qui est constant, tout comme dans la base cartésienne, quand on dérivé par rapport au temps, un EX, un Y, un Z, ça me donnait un vecteur, mais là c'est pareil. Ça sera égal à 0 au vecteur nul. D'accord? Donc il me reste quoi? Il me reste ce terme-là, la dérivée temporelle ici, directement, du moment cinétique d'un point par rapport à un point. Et ce que je vais faire, c'est rappeler ça en bleu là, ce que j'entoure en bleu, ici, ça, je vais rappeler le fait que ça, grâce au théorème du moment cinétique, je ne vais pas faire le calcul, je l'ai fait il y a 2 minutes. Dérivé par rapport au temps, le moment cinétique d'un point par rapport au point revient à donner la somme algébrique des moments de toutes les forces qui s'appliquent au point M. Donc somme des moments de toutes les forces Fi s'appliquant au point M. Donc j'entoure en bleu, et d'après le TMC, ça c'est somme sur I des moments ici, donc ça c'est somme sur I, allant de 1 à N, des moments des forces Fi par rapport au point. Ouais, et j'oublie pas le petit E delta, j'oublie pas. Là, ce que j'entoure en bleu, c'est l'énoncé du TMC, théorème du moment cinétique. Scalaire. Scalaire E delta. Ah bah tiens. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai fait qu'un produit scalaire entre deux vecteurs. Donc je projette ce vecteur-là, sur l'axe delta. Et projeter le moment d'une force par rapport à un point sur un axe delta, nous retourne quoi? Le moment d'une force par rapport à l'axe delta. Donc ça c'est quoi? On laisse la somme sur I, allant de 1 à N, et ça, c'est projeter ce vecteur sur l'axe delta, ça vous retourne le moment, attention, par rapport à delta. Moment par rapport à delta. Ici, les forces extérieures Fi s'appliquant sur le point M. Voilà. Voilà pour l'énoncé ici du TMC scalaire. Donc je peux l'énoncer en dessous, tiens, je l'énonce en dessous du précédent. Je vais faire ça. Ça, on verra bien la différence. Là, c'est bon, pas trop. Voilà. Hop. Donc je vais énoncer ici à gauche ce que je viens de démontrer par rapport à l'axe delta. Donc là, énoncé. Et là, je vais faire en dessous, donc énoncé du théorème du moment cinétique scalaire. Donc théorème du moment cinétique. Attention, la différence, elle est de taille. C'est un théorème du moment cinétique scalaire. Donc il n'y aura que des grandeurs scalaires. Il n'y aura pas de vecteur. Voilà. Donc je mets ici théorème du moment cinétique scalaire. Ce que j'appellerais le TMC scalaire. D'accord? Voilà. Alors, la différence, bah tiens, on y va. Donc c'est la dérivée de L, je mets en bleu, L delta. Voilà. Ce qui change, c'est maintenant la référence. La référence, c'est plus un point O, c'est un axe delta. Ici, c'est un TMC scalaire. Voilà, du point M, donc c'est la dérivée temporelle du moment cinétique d'un point M mobile par rapport à un axe, vous voyez, par rapport à la delta, TMC scalaire, ouais, est égal ici à la somme sur I
est égal à la somme sur I, je vais mettre ça ici, ça me gêne, des moments des forces par rapport à cet axe delta. Donc c'est égal à la somme sur I allant de 1 à N des moments. Attention, pareil, la référence, ce sera l'axe delta, de M delta de F. Voilà. Intérêt, on le verra dans le dernier chapitre de méca. Il en reste deux chapitres de mécanique, deux gros chapitres de mécanique, un peu plus gros que celui-ci. Ça, ce sera très utile pour établir la dynamique des solides. On terminera par la mécanique du solide, donc très important pour le chapitre suivant en mécanique. D'accord ? Donc très utile, très important en ce qu'on appelle en mécanique du solide. Le dernier chapitre sera ici consacré à l'étude des solides homogènes indéformables. D'accord ? En translation et surtout en rotation autour d'un axe. D'accord ? Bon. Dernière partie de ce cours. Après on fait un exo. Sur ça. Ce sont les cas de conservation. Cas de conservation du moment cinétique d'un point par rapport à un point. Dans quel cas ce vecteur-là sera-t-il une constante vectorielle? D'accord? Alors souvent, voilà, ça sera l'objet du chapitre suivant, on vous demande de chercher des constantes de mouvement. On vous demande dans quelles conditions ce vecteur-là, moment cinétique d'un point par rapport à un point, est-il constant vectoriellement? Alors ça arrive en physique, voilà, on vous demande de le montrer. Alors comment le montrer? Il suffit de montrer que sa dérivée par rapport au temps est nulle. Autrement dit, si on prend le problème à l'inverse, si vous montrez que ce membre de gauche est nul, montrer que la dérivée temporelle est nulle, ça revient à montrer que finalement le vecteur moment cinétique d'un point par rapport à un point est une constante vectorielle. Et souvent, ça, on vous demandera de montrer que le vecteur moment cinétique du point M par rapport au point O est une constante du mouvement, est une constante vectorielle. Donc là, on passera par la dérivée temporelle, montrer que la dérivée temporelle est nulle. Cette dérivée temporelle est nulle si et seulement si le membre de droite est nul. Dans quel cas le membre de droite est nul? Je vous rappelle ça, c'est quoi? Ça, c'est la somme sur I allant de 1 à N. O, point d'évaluation, M, le seul point d'application de toutes les forces s'appliquant ici sur le point M. Ce membre de droite est nul si et seulement si. Alors, il y a deux cas de figure. Premier cas, la somme sur I des FI est égale à un vecteur nul. Ouais. Il n'y a pas qu'une seule force qui s'applique sur le point M, il y en a plusieurs. 3, 4, 5. Donc ce produit vecteur il est nul. Premier cas de figure. La somme de toutes les forces en présence, pas qu'une, toutes, est égale au vecteur nul. Ouais, ça c'est le cas d'un système qui est pseudo-isolé. Cas d'un système pseudo-isolé, la somme sur I des FI égale vecteur nul. Premier cas de figure, pour annuler le membre de droite, et donc montrer que ce vecteur sous la dérivée temporelle est une constante vectorielle, il faut montrer que la somme sur I des FI est égale au vecteur nul. Un système pseudo-isolé, il est soumis à des forces, mais toutes ces forces se compensent. D'accord? Ça arrive, hein? Bien. Deuxième cas de figure, on retrouve la propriété du produit vectoriel. Un produit vectoriel est nul si et seulement si les deux vecteurs sont collinaires. Voilà. Deux vecteurs collinaires vous assurent un produit vectoriel nul. Voilà. On note, donc c'est la fin de cette partie courte, c'est petit 4, cas de conservation du moment cinétique. Donc je garde ça ici au-dessus, on a besoin, donc petit 4, cas de conservation du moment cinétique. Cas de conservation du moment cinétique. Alors, voilà. Allez, dernière partie. Donc là, bon, très simplement, on cherche les conditions qui vont nous amener à avoir ce vecteur-là. Ici, moment cinétique du point M par rapport au point O, constante vectorielle. Voilà. Donc ce vecteur qui est sous la dérivée temporelle est une constante vectorielle si et seulement si sa dérivée temporelle est nulle. Ça va pour tout le monde. D'accord? Voilà. C'est équivalent à dire que sa dérivée, je vais le noter, je ne sais pas. Ici, on vient de dire que sa dérivée temporelle, ici, dans R, est égale ici au vecteur nul. Et ça, c'est équivalent d'après le TMC. TMC, d'accord? Théorème du moment cinétique, pour TMC, d'accord? Bon, autre chose. Théorème du moment cinétique égale ici la somme sur I des moments des forces par rapport au point O. Donc si et seulement si, ici, ce vecteur-là est nul. La somme sur I. Donc somme sur I, alors de 1 à N, donc là je détaille énormément, je n'ai pas obligé de détailler autant. Ici, égale vecteur nul, voilà.
Et ça, pour annuler la somme sur I des moments de toutes les forces, bon, on l'a ici, deux cas de figure, d'accord? Donc je vais faire ici, équivalent à premier cas de figure, on va annuler cette somme sur I des OM vecteur FI. Il faut que la résultante des forces égale vecteur nul, d'accord? Donc premier cas, la somme sur I des FI, allant de 1 à n, ici des FI égale vecteur nul. Voilà. Donc il y a des forces, et il y en a, mais toutes ici. Quand on fait la somme, toutes ici vont se compenser. On dit en mécanique le point M, il est pseudo-isolé. Isolé, il n'y a pas de force, mais il y a pseudo-isolé, mais il y en a, mais elles se compensent. Le point M est pseudo-isolé. Bon, le point M, il est pseudo-isolé. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, le plus courant, et qu'on verra déjà jeudi, hein, dans le prochain chapitre, très important. Les forces centrales du mouvement des planètes, d'accord? Le mouvement des planètes, des astres, des satellites, d'accord? Donc, bon. On verra le cas des forces centrales. C'est le deuxième cas, les forces centrales vont respecter ce critère. Il faut ici que les vecteurs OM et FI soient collinaires. Donc ici, OM, ici, et FI sont collinaires. D'accord? Voilà. Alors souvent, on aura une force ici qui sera collinaire au vecteur position, on n'aura pas plutôt en option 1. Et on dit que le point M est soumis à des forces qu'on qualifie de centrales, une force centrale. Force centrale est toujours dirigée ici, hein. Elle pointe toujours vers le centre de force O. D'accord? Donc dans ce cas-là, le point M est soumis à des forces centrales. Le point M est soumis à des forces qu'on qualifie de centrales. Voilà. Force centrale, voilà. On commence ça jeudi matin, étude des forces centrales conservatives. Bien. Cinquième temps, ça fait office d'exo d'application sur ce chapitre. Toujours un pareil, un théorème énoncé. Application. À quoi ça sert? On le met en application tout de suite. L'exemple classique, qui marche super bien, c'est le cas du pendule simple. Le cas du pendule simple avec frottement fluide. Retrouver l'équation différentielle du mouvement. On y va. Cinquième et dernier temps de ce chapitre. Application. Voilà. Alors là, pareil, dans un sujet DS, bien les énoncer. Vous le savez, vous l'avez vu ici, il y a 2 jours. Par un théorème énergétique, retrouver les mouvements. Par application du PFD, établir l'équation du mouvement. Et là, il faudra bien lire, c'est l'objet de votre prochain DS, par application du théorème du moment cinétique, retrouver l'équation du mouvement. Donc il faut appliquer ce que je viens d'effacer ici, ce qu'on vient de démontrer. Donc bien les énoncer. Donc là, par application, voilà, par application du théorème du moment cinétique, donc par application du théorème du moment cinétique, retrouver l'équation du mouvement d'un pendule simple soumis à des frottements fluides. D'accord? Voilà. Retrouver l'équation du mouvement du pendule simple, ici, soumis à des frottements fluides. Alors si on suppose, rappelez-vous, une vitesse relativement faible, on va adopter le modèle de Stokes, F égale moins alpha V, pour une vitesse relativement faible, et certains savent le faire, hein, par application du théorème de la puissance cinétique, d'accord, par application du PFD, vous savez le retrouver. Mais là, il faut appliquer le théorème du moment cinétique, d'accord, retrouver l'équation du mouvement du pendule simple, soumis à des frottements fluides. D'accord? Donc du pendule simple, ici, soumis à des frottements fluides. Donc là, on vous rappelle la loi. Hein. Souvent, voilà, on vous rappelle la loi. Donc là, pareil, attention, 0 à la lecture de l'énoncé. Est-ce que c'est du moins alpha V ou du bêta V carré? Est-ce que c'est linéaire ou non linéaire? Faites attention à ça, lisez bien l'énoncé, d'accord? Donc ici, voilà, frottement fluide, F égale, voilà, moins alpha V. Alors pareil, ici, le moins alpha V, alpha, c'est un quotient de frottement fluide. C'est pas un angle, hein. Alpha, c'est bien un quotient de frottement fluide. Positif, d'accord? Donc alpha, ici, positif. Ok? Voilà. D'ailleurs, ça, pour moi, pour vous, dans 15 jours, ça c'est une question de cours. Retrouver, on va dire que je vais vous demander d'énoncer
je ne vais pas vous demander de retrouver, je vais demander d'énoncer le théorème du mouvement cinétique, et derrière, dans la question de cours, ça, de retrouver l'équation différentielle du mouvement du pendule simple par application du théorème que vous avez énoncé juste avant. D'accord? Alors bien sûr, là, il faut faire un schéma. Obligatoire, parce que sans schéma, vous ne pourrez pas projeter les forces, et vous ne pourrez pas évaluer les moments cinétiques, les moments des forces. D'accord? On y va, je vais le faire ici à droite, le schéma. Je vais faire ici, regardez, ce tableau de droite pour le schéma. Alors je prends toujours la même configuration, je prends un axe OX, vertical descendant pour l'altitude. Donc on y va, c'est parti. Donc là je vais mettre l'axe, je vais dire une Y. Si je fais ça, je mets X, vertical descendant. Voilà. Base cartésienne, règle de la main droite, X, Y, Z. X, pouce, index majeur. Le pouce descend verticalement. L'index, ici horizontal vers la droite. Mon majeur est dirigé vers vous. Donc l'axe OZ pointe vers vous. Donc je place tout de suite ici. Donc je vais placer l'axe d'abord. L'axe OZ, voilà, pointe vers vous. Là j'ai le point haut. Règle de la main droite, X, Y, Z, pour avoir ici un OZ perpendiculaire au tableau dirigé vers vous. Bon. Le mouvement a lieu dans le champ pesanteur terrestre. Supposez uniforme. G égale constant. Ça implique forcément que P ici égale G. Le poids. Bon. Le pendule simple, qu'est-ce que c'est? C'est facile. Alors, le pendule simple, il n'y a pas de guide. Il n'y a pas de guide circulaire, il n'y a rien. C'est simplement un fil inextensible de longueur L constante, au bout duquel est attachée une masse supposée ponctuelle. D'accord? Voilà. Et il n'y a pas de guide, il n'y a rien. D'accord? Elle aussi. D'accord? Autour, la fonction d'équilibre stable. Donc, on a une longueur L constante. Donc, ça, c'est le rayon polaire, constant. On a l'angle polaire θ, je vous rappelle, θ de t. Alors là, j'ai introduit forcément une base locale polaire. On la met tout de suite, base locale polaire. ER dans le sens des rayons croissants, vous le savez, donc ER dans le sens des rayons croissants, comme ceci. Eθ perpendiculaire à ER, perpendiculaire, ouais, dans le sens des θ croissant. Voilà, directement. Ensuite, donc là, j'ai dit j'ai le point matériel M de masse. Petit m, c'est la masse. Voilà, étudié. Donc le système, on y va, on rédige un problème de mécanique. Donc système, c'est la masse attachée au bout du fil inextensible, étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Et là, un repérage polaire s'impose. Donc un repérage polaire ici s'impose. Voilà. Tel que, bon, je précise tout de suite, un repérage polaire. OM ici égale L. LER. D'accord, je vous rappelle pour du simple. OM égale LER. Je note la vitesse, j'en aurai besoin après. Parce que la vitesse intervient dans le moment cinétique du point par rapport au point haut. Donc V de M dans R, ici L étant constant, ça je retrouve L, θ point θ. D'accord? L'accélération, j'en ai pas besoin ici. Pourquoi? Je ne vais pas poser de PFD. Je n'ai pas pris le somme des forces égale ma. Je vais poser ici le théorème du moment cinétique. D'accord? Donc pas besoin de donner l'accélération. Après, vous pouvez la donner, il n'y a pas de souci, c'est pas gênant. Mais ici, j'en aurais pas besoin. Bon. Bien. Bilan des forces. Ouais. Bilan des forces. Dans le bilan des forces. Alors, ici, 3 forces en présence pour le pendule simple. On va les schématiser ici au tableau. On a le poids vertical descendant. On aura ensuite la tension T du fil, la tension du fil, et la force de frottement fluide. Ok? Donc on y va, pareil, faire un schéma solide, on va reporter les angles pour projeter notamment le vecteur poids. Le poids s'applique au centre de masse, vertical descendant, comme ceci. D'accord? Directement. Donc le poids. Tout de suite, quand j'ai ça, je reporte l'angle θ. Quand je fais apparaître le poids ici, l'angle θ, il est une fois là, et également une fois là. Ça va, donc le poids, ici, vertical descendant, et je reporte l'angle θ, l'angle polaire, il est également ici. θ ici. Comme ça, je pourrais projeter selon E et θ. D'accord? Bon, on le fait tout de suite. Allez, c'est parfait. Donc le poids P. D'accord? P égale mg. Voilà. P égale mg. Alors ici, pareil. Vous regardez, vous projetez selon ER, Eθ. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous pouvez projeter ici, prolonger la direction de Eθ comme ceci. D'accord?
L'angle θ est là, vous allez avoir du mg cos θ selon ER. Donc mg cos θ selon ER. Et selon θ, moins mg sin θ ET. Donc là, attention pour les sons du poids. D'accord, pour un pendule simple, mg, regardez l'angle θ, mg cos θ ER moins mg sin θ Eθ. Donc on note mg cos θ ici selon ER moins mg sin θ Eθ. D'accord. Voilà. Et n'oubliez pas, si on veut une étude énergétique, c'est le programme de cours cette semaine, n'oubliez pas dans le bilan des forces très rapidement. Je note entre parenthèses. C'est pas utile ici, mais je vous rappelle quand même, toujours bon de le noter, est une force conservative. D'accord. Ici on n'aura pas besoin, mais ne jamais oublier que le poids est une force conservative. D'accord. Donc ça on peut vous le redemander cette semaine. Ah, moi je vous le demanderai. Et je vous demanderai même, rappelez-moi ce qu'est une force conservative. C'est une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi. D'accord. D'accord. Tel que, d'accord, cette force conservative, elle dérive de l'énergie potentielle de pesanteur. Allez, je le note encore une fois. L'énergie potentielle de pesanteur, ici, EPP. Alors pourquoi je la note? C'est intéressant parce que là j'ai un axe des attitudes qui est vertical descendant. Donc là j'aurai un moins. Ouais. Moins EPP égale moins MGX. Donc je le note. C'est pas utile ici, je vous rappelle. C'est pas utile, mais c'est un rappel pour vous en classe semaine. Moins MGX. N'oublie pas la constante, toujours. D'accord. L'énergie potentielle est toujours définie une constante additive frais. D'accord. Alors pourquoi je le fais? Parce que ça tombe à chaque fois. Enfin, ça c'est, par exemple, c'est l'analogue. Attention. Pour énergie potentielle, c'est analogue quand, par exemple, vous avez c'est sur le looping de Tony Hawk, vous êtes dans le guide circulaire, c'est la même chose. On va vous demander, c'est sûr, déterminer l'énergie potentielle qu'on jette en un point M du guide circulaire. C'est la même chose. Vous devez repérer l'altitude X du skater ou du wagon, du parc d'attraction, moins mg plus une constante. Vous dites que quoi? X égale ici, x égale L cos θ, ça fait moins mgl cos θ plus K1. Vous fixez la valeur de K1, parce que ici vous dites que EPP en θ égale à 0 égale à 0. Vous allez retrouver que K1 égale mgl, vous aurez mgl facteur de 1 moins cos θ. Voilà. Donc EPP égale mgl facteur de. Alors mgl ou mgr facteur de 1 moins cos θ. Ça également je l'avais demandé hier, d'accord? Sujet DS. D'accord. Si vous retrouvez l'énergie potentielle pesanteur, c'est analogue au pendule simple. Mais attention, pour une rampe ou pour un looping, vous avez un support. Vous avez un support, mais l'énergie potentielle aura la même forme. D'accord. Ça, c'est un grand classique, parce que si vous n'avez pas écrit l'énergie potentielle pesanteur, vous ne pourrez pas établir l'intégrale première de mouvement. Vous serez bloqué. D'accord. Bon, ici, c'est juste, voilà, fin de la parenthèse. Et c'est pas fini, hein. Après, il y a encore des choses à faire derrière, je dis d'alors. D'accord. Maintenant, votre force, la tension T du fil, d'accord, qu'on va projeter dans la base polaire, et la force de frottement fluide. Donc la tension T du fil, ici, la tension T du fil, voilà, T. Alors ici, les deux normes inconnues, ouais, est dirigée vers le point d'attachement. Donc comme ceci, voilà, vers le point d'origine, pour l'origine. D'accord. Donc T ici, donc T est selon moins ER, la tension T du fil, et les frottements fluides. Donc l'action de l'air sur le système, les frottements fluides, F égale moins alpha B. Donc petit f égale moins alpha fois la vitesse instantanée. Vous voyez pourquoi je définis V avant. Il suffit donc de multiplier ici moins alpha par L θ point θ. Donc moins alpha L θ point E θ. Ok. Je vous parle. Ouais. On va la force. Alors la force de frottement, vous voyez, elle s'oppose. C'est-à-dire que là, je prends une photographie à l'instant T du mouvement. Je suis ici. La force de frottement s'oppose au mouvement. Si je suppose une phase ici, par exemple, ascendante, d'accord, comme ceci, selon moins Eθ, on aura cette force de frottement fluide comme ceci. On aura F ici. F ici. D'accord. Ensuite, pas PFD ici. Pas PFD. Il faut appliquer le théorème du moment cinétique. Donc là, par contre, il faut l'énoncer, il faut le noter. Et savoir comment, ouais, voilà, il faut connaître et savoir comment l'utiliser. Donc là, énoncé du théorème du moment cinétique. Donc théorème du moment cinétique. Voilà, d'un point matériel. On va rappeler ici que la dérivée du moment cinétique du
point M par rapport au point, sa dérivée temporelle dans 1 égale D1 est égale à la somme sur I allant de 1 à N des moments de toutes les forces par rapport au point. Ouais. Et ici, je vais expliciter le membre de droite. Donc somme sur I des moments des forces électriques par rapport au point O. Donc je fais une somme algébrique, c'est-à-dire que je prends les forces en présence, j'en ai 3. 1, 2, 3. Et j'évalue le moment de chacune de ces forces par rapport au point O là-haut. Donc on y va. Donc ça fait le moment du poids par rapport à O, plus, vous voyez, le moment par rapport à O de la tension T du fil, plus le moment par rapport à O de la force de frottement fluide. Donc là, je rajoute le moment par rapport à O de la force de frottement fluide. Donc là, c'est dans cette situation-là, le théorème du moment cinétique. Ici, c'est écrit de cette manière-là. Alors, ça doit vous mener une équation différentielle du mouvement. Alors, c'est l'équation support. Ce qu'il faut faire, c'est d'une part expliciter le membre de gauche. On va d'abord faire ça. On ferait toujours ça, c'est plus simple. C'est réécrire, exprimer la dérivée temporelle du moment cinétique d'un point par rapport à un point. Première phase, première étape, on calcule le membre de gauche. Deuxième étape, on calcule le moment de chaque force par rapport au point. Voilà, c'est la phase la plus complexe. D'accord? Donc on y va. Première étape. Ici, on évalue d'abord le moment cinétique. Donc on évalue ici le moment cinétique de M par rapport à O. Moment cinétique. D'accord? Du point mobile ici M par rapport au point d'évaluation fixé. Donc par rapport ici au point. Donc on évalue. D'accord? Ici, d'abord, ici ce vecteur. On évalue là le moment. Ce vecteur-là. On évalue d'abord ce vecteur-là. Et après on va dériver par rapport au temps. Donc d'abord ça, et après on dérive par rapport au temps. Alors ça, il faut se rappeler la définition. Ça, c'est un vecteur défini par le produit vectoriel OM vectoriel M2. Ok. Ici, j'avais écrit ici OM, rappelez-vous, et V. Donc j'effectue le produit vectoriel, donc OM vecteur position. Pour un pendule simple, on a L, ER. Ok. Vectoriel, la masse fois la vitesse. Vitesse purement orthoradiale en L, θ point, Eθ. Ok. Bon là, vous voyez, je ne l'ai pas mis en vecteur code, je descends en ligne. C'est simple, parce que le produit vecteur il est immédiat. Alors on n'oublie pas la masse, donc on aura M, L carré, θ point. Et quand j'effectue le produit vectoriel ER, Eθ, donc règle de la main droite, ici, il apparaît un vecteur perpendiculaire au blanc du tableau dirigé vers vous. C'est quoi? C'est l'axe Z. ER, Eθ, en fait, c'est de sa base cylindrique. C'est le EZ de la base cylindrique. ER, Eθ, EZ. Donc là, il apparaît ici, EZ, par application du produit vectoriel entre ER et Eθ. Je vous rappelle ici la base de trièdre direct. On a ER, Eθ pour la base polaire. Et si vous rajoutez EZ, on obtient la base cylindrique. D'accord? ER vectoriel Eθ, ça donne plus EZ. On est dans le sens direct. Ça se voit ici. ER, Eθ, ça donne plus EZ. On est dans le sens direct de gauche à droite. Donc, maintenant que j'ai ça, j'oublie. Et ce que vous oubliez, c'est de dériver par rapport au temps. Vous calculez le moment cinétique d'un point par rapport à un point, vous oubliez de dériver par rapport au temps. Donc là, on en déduit tout de suite, on en déduit sa dérivée temporelle. On en déduit sa dérivée ici temporelle. Donc on dérive par rapport au temps ce vecteur-là. Donc on dérive par rapport au temps ce vecteur-là. Alors, on dérive par rapport au temps. On regarde. Où est la dépense temporelle? Où est-elle? Elle n'est pas dans M. Non. Elle n'est pas dans L carré. Elle n'est pas dans EZ. Elle est dans θ point. D'ailleurs, on dérive déjà une fois par rapport au temps. Donc ça va vous donner uniquement un terme en θ point point. Donc ml carré. Donc là, vous aurez ml carré. ml carré, θ point point. Attention. Attention ici pour ceux qui sont en distance. Vous voyez, je mets θ point point. θ point point qui résulte de quoi? De la dérivée de θ point ici par rapport au temps. Voilà. Là, j'ai mon membre de gauche. Là, j'ai mon membre de gauche. Voilà. Après, pour vous, le plus compliqué, c'est le membre de droite. Plus compliqué, oui ou non? Il y a deux façons. On va faire les deux méthodes.
Vous ne choisirez qu'une des deux méthodes, celle que vous ferez pour vous la plus simple. Hein. Attention. La méthode où on va passer par des moments vectoriels et la méthode où on va passer par des barres de levier. Bon, je suis convaincu que les barres de levier ne vont pas vous convaincre, loin de là, vous avez préféré faire les produits vectoriels. Mais je vais quand même faire les deux méthodes. D'accord? Donc ce qu'on va faire, ici, c'est calculer le moment des trois forces. Et on va dire que ça, ce terme de gauche, est égal à la somme des moments des forces par rapport au point. Donc là, j'ai le membre de gauche, maintenant le membre de droite. Je vais partager le tableau en deux. Première méthode, calcul direct, frontal, produit vectoriel, OM vectoriel la force. Deuxième calcul, deuxième méthode, bras de levier. Vous aimez moins, mais il faut le refaire quand même. D'accord? Donc j'efface ici tout ce que j'ai écrit directement. Et je vais partager ici, bon, tout là, voilà, en deux. En deux, ici. Alors, deuxième étape, on évalue les moments de toutes les forces, donc les moments, ici. Alors, par rapport au point haut, par rapport au point haut, ici, donc point d'évaluation fixe, donc moment par rapport au point haut, de toutes les forces en présence. Donc il y a trois forces, on calcule les moments, ici, des trois forces. Ok, deuxième et dernière étape, ici, la plus complexe pour vous. Et c'est là que je partage en deux. Ici, voilà. Première méthode. Première méthode. Voilà, calcul. Ici directement des produits vectoriels. Calcul de, finalement, de moment d'une force F. Je rappelle, c'est OM vectoriel. Première méthode, calcul d'un produit vectoriel. C'est-à-dire que là, on va passer, voilà, on effectue les produits vectoriels entre deux vecteurs. On effectue cette opération ici, voilà. Deuxième méthode, on va la faire quand même. Voilà, c'est important d'avoir pas du recul, mais de voir plusieurs façons de tenir le résultat. On a tout ce chapitre, d'ailleurs, c'est une leçon qui est importante. Ici, en estimant les bras de levier, d'accord, des méthodes. Ici, par ici les bras de levier, d'accord, tel que je vous rappelle, voilà, je vous rappelle la relation ici, le moment par rapport à un axe delta, une force F égale plus ou moins D fois F orthogonale. Voilà. Donc les deux relations, et ce qui change, c'est ici, d'une part, à droite, ici, on estime les bras de levier pour avoir les moments des forces par rapport à un axe. Ouais. On met plus en évidence par rapport à un axe. Là, c'est par rapport à un point haut. D'accord? Ok? Alors, on y va. On commence. Commencez par le plus simple. Et en même temps, on verra en parallèle la façon, on va dire calculatoire, produit vectoriel, mais qui, à coup sûr, vous n'aurez pas le bon résultat. Et la méthode dite des bras de levier. Vous aimez un peu moins. Alors, on y va. Premier calcul de moment de force. La force la plus simple, ici, elle est jugée par vue de son moment. Alors, il y a une force, c'est évident. Il est évident que son moment, que ce soit par rapport à haut ou à l'axe delta. Alors oui, l'axe delta. Oh pardon, l'axe delta. Où est cet axe delta ici? Où est l'axe de rotation? Le système, vous voyez, il oscille autour de θ égale à 0. Alors il va s'amortir, hein, il va s'arrêter. Mais l'axe de rotation, il est où? Il est... Ouais, c'est l'axe Z que j'ai vers vous en fait. Et donc dès que j'ai ça, dès que j'ai identifié l'axe de rotation, donc OZ, donc là je note, pour ceux qui sont distance, vous voyez, OZ égale delta. Dès que je repère l'axe de rotation, tout le monde voit, ouais, bien repérer l'axe de rotation, comme l'axe des gonds, vous parlez la porte. L'axe des gonds, je veux fermer une porte. Vous savez très bien que je ne vais pas fermer une porte en appuyant ici, en appuyant proche l'axe des gonds. Je ne ferme pas la porte, si vraiment j'appuie, là je ferme. Et là, une force même minime, il suffit à mettre en rotation la porte autour, voyez, de l'axe des gonds, d'accord? C'est la notion de moment d'une force. Quand le concept de force n'est plus suffisant, là il faut fixer le point d'application, la direction de la force. Pareil, je ne vais pas appliquer une force en direction de l'axe des gonds, je ne fais rien. D'accord? Ça ne bougera pas, je ne sais pas combien une porte, ça ne fermera pas. Par contre, là, axe fort, ça va fermer, et ce d'autant plus rapidement, efficacement que ici l'angle θ est égal à pi sur 2. Ça marche aussi. Hein.
pas mal, prenez les mais ce que vous faites intuitivement, c'est que vous placez quasiment en pli sur deux. Bon, hop, fermez la porte. D'accord? Voilà, c'est pareil, repérez l'axe de rotation. Le pendule tourne autour de l'axe qui est léger vers vous. Dès que j'ai ça, la main droite. La main droite, la main droite, la main droite. On y va, la main droite. J'enroule les doigts de la main droite pour que le pouce soit dirigé ici vers vous. Convention de rotation positive. De toute façon, vous savez, dès que ça pointe vers vous comme ça, d'accord? La convention de rotation positive, vous savez, elle est dans ce sens-là. Ouais. Sans trigonométrie. Ça, il faut l'avoir. C'est la convention de rotation positive. C'est ma référence. Ça, c'est ma référence. Ça peut être fixé le signe plus ou moins. Allez, la première force. C'est évident, c'est trivial. La tension T du fil, ouais. Ouais, Maxence, ouais. C'est nul, ouais. Alors, on va le montrer de deux façons. La façon calculatoire. Là, en fait, on fait un bilan sur chapitre. On résume tout le chapitre. Donc, on calcule le moment par rapport à O de la tension T du fil. Par définition, c'est point d'évaluation, point d'application, vectoriel, la force. Ok. Là, vous le voyez directement que les deux vecteurs sont collinéaires. Si vous ne le voyez pas, parce que vous ne le voyez pas directement, vous allez le voir après. Hein. Vous allez dire que ça, c'est LER, vectoriel moins T selon ER. Et là, vous le voyez directement. Vous le voyez. Là, ça fait ici directement vecteur nul. D'accord? Voilà. Donc, le moment, par rapport au point O, la tension T du fil, est égal au vecteur nul. Produit vectoriel entre deux vecteurs collinaires. Première façon. Deuxième façon. Bon. Est-ce que tout le monde voit que la tension T du fil coupe l'axe de rotation delta? Elle coupe l'axe. L'axe delta, il passe par O. Donc, la tension T du fil coupe l'axe delta au point O. C'est-à-dire que le moment de cette force par rapport à l'axe delta sera nul. Donc, T coupe l'axe de rotation, coupe l'axe delta, ici. Et ça implique que le moment par rapport à delta, moment scalaire, est égal à 0. Voilà, le moment ici scalaire. Attention, là c'est le moment par rapport à O, moment vectoriel d'ailleurs. Et là c'est un moment scalaire. Moment scalaire ici est égal à 0. Voilà, ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Pour la force de frottement fluide. On y va, on continue. Voilà. Le moment par rapport à O de la force de frottement fluide. Donc c'est point d'évaluation, point d'application, vectoriel, la force F. Je fais en dessous, vous avez le long. Le vecteur position, c'est toujours LER. Vectoriel de la force. Alors la force était en moins alpha V. Alors faites gaffe. Moins alpha V. Moins alpha VL θ point E θ. Comme ceci. D'accord? Bon, là pareil, je l'ai mis en ligne. J'ai pas mis de vecteur, je le mets en ligne. Ouais, ça va aller, tu te retrouves seul ou pas? C'est bon? Ouais. Donc, ici, produit vectoriel entre ER et θ. D'accord? On trouve ER et θ dans la base polaire. Vous allez avoir un produit en moins alpha L carré θ point. Vous allez avoir moins alpha, donc on aura du L carré θ point. ER Eθ, donc ER vectoriel θ, j'avais noté ici tout à l'heure, ça donnera ici le vecteur unitaire EZ. EZ. D'accord? Moins alpha L carré θ point EZ pour le moment, la force de frottement par rapport à. D'accord? Vous voyez, ça se retrouve assez directement par le calcul. Maintenant, c'est le moment d'une force par rapport à un point O, non vectoriel. Maintenant, attention, on passe par les bras de levier. Le bras de levier, ici, de la force F, qui s'applique en M, vaut. Voilà, le bras de levier, ici, de la force de frottement, donc de la force petit f, qui s'applique ici en M, vaut, alors le bras de levier, on va noter d'abord ici D1, ici en M, vaut, on va noter D1, c'est le premier bras de levier, D1. Alors, ouais, ça revient à cette notion de bras de levier, rappelez-vous hier matin à 8h, sur les bras de levier. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On va ici effectuer un projet orthogonal. Donc pareil, on projette ici le point O sur la droite d'action. Ouais, je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire qu'ici, vous allez prolonger à la règle et faire apparaître la droite d'action de la force de frottement fluide. Donc j'ai noté D1 le bras de levier, donc j'ai noté grand D1 la droite d'action de F. Donc là, je vais prolonger cette droite-là.
ici. Donc là, 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 là. Donc je fais une légende, D1, D1, droite d'action passant par M, portée par petit f. Droite d'action D1. Voilà, je prends une note D1, droite d'action passant par M et portée par petit f, force de frottement. Maintenant, ce que je fais, ouais, c'est bon, ça se voit. Ça se voit, hein, ça se voit. Ouais. Ce que je fais, c'est que je projette O sur D1. Bon, ça se voit plutôt bien. Donc notre H1, proche orthogonale de O sur D1. H1, il est où? Voilà, il faut que ça fasse mon angle droit correctement. Voilà. H1, il est là. H1, il est là, tout le monde le voit. ER, bon, est bien orthogonal à θ, est bien. D'accord? ER et θ sont orthogonaux. Donc H1 égale à M. Tout le monde voit que le proche orthogonal de O sur D1 est confondu ici avec M. Donc le bras levier D1, on va noter D1, qui vaut OH1, avec ici H1 confondu avec M. C'est-à-dire D1 égale OM égale à M. Le bras de levier ici vaut M. Ok. D'où. Alors après, bon, première difficulté, ouais, déjà pour vous, première difficulté, c'est identifier le bras de levier, déjà. Bras de levier. Deuxième difficulté, c'est ça. C'est ça. Se rappelle cette relation-là. Se rappelle ça. Le moment d'une force par rapport à un axe, ici. Donc on va rappeler que le moment par rapport à delta de la force de frottement fluide petit f. Je vous rappelle, donc c'est plus ou moins ici D1, le bras de levier, fois, alors F orthogonale, il faut vérifier que la force en présence est bien orthogonale à l'axe de rotation. C'est le cas. Toutes les forces ici sont le plan du tableau. Toutes ces forces sont donc orthogonales à l'axe de rotation, donc il n'y a pas de souci. Donc là, ce sera la norme, ici, directement, voilà, de la force petit f. D'accord? Alors maintenant, pareil, il faut choisir entre plus ou moins. Plus ou moins. Quand je ne considère uniquement, vous voyez, uniquement je considère ici la force F. Quand j'agis sur F, enfin quand F agit sur M, pardon, c'est inverse, la force agit sur M. Quand la force agit sur M, regardez, cette force a tendance à, ici, mettre en mouvement le système dans le sens comme ceci, d'accord? Dans le sens, ici, dirigé vers le bas, la ramener vers θ à 0. Or, la convention de rotation possible est dans le sens ici, trigonométrique. Là, F agit dans le sens horaire. Donc là, c'est un signe moins que je veux dire. Donc vous considérez uniquement F. F a tendance à déplacer M dans le sens horaire, comme ceci, vers le bas, dans le sens opposé à ma référence à la convention de rotation possible. Donc ici, vous choisissez pardon, le moins. Je vais prendre le mauvais, je vais prendre l'inverse. Donc ça, c'est moins. Ici, L. Et ici, rappelez-vous, c'est alpha V. Donc alpha V, c'est alpha L θ point. C'est la norme de la force de frottement en alpha V. Alpha L θ point. Donc on a ici un moins alpha L carré θ point. D'accord? Donc attention, je note ici moins alpha L carré θ point. Alpha L θ point, c'est F. La norme de la force de frottement. Et regardez, je retrouve le même résultat. Le même résultat. Deux difficultés, le bras levier et cette relation-là. Cette relation-là, d'accord, que vous oubliez très vite. D'accord? Et on voit le résultat. Et d'ailleurs, si vous faites ça, ce vecteur-là scalaire E delta ou scalaire EZ, vous retrouvez le même résultat ici. Vous retrouvez le même résultat. Ok? Le dernier moment de force à calculer, c'est le moment du poids. Donc on y va. Je fasse ceci pour le poids. On a d'ailleurs encore les projections en tête. Donc les deux méthodes, pareil. Ici. Donc le moment par rapport à O, du poids, OM, vectoriel. Hop, ici. Hop. Hop. Voilà. Alors, ici, alors pareil, on peut prendre LEM, vectoriel, MG, cos avec un O, θ, ER, moins MG, sin, θ, θ. Donc, première méthode, direct calculatoire, on calcule le moment du poids par rapport au point O. Donc, point d'évaluation, point d'application, vectoriel de la force P. Donc, OM, c'est LER.
D'accord? LER vectoriel. Donc là, pareil, il ne faut pas se planter avec le jour du poids, sinon vous vous trompez également dans le mouvement d'une force. Donc mg cos θ moins mg sin θ. Donc là, pareil, en ligne, c'est évident parce que ER, vecteur LER, vecteur nul, pour des vectoriels entre deux vecteurs collinaires, alors que ER, vectoriel Eθ, on retourne à un Z. Alors faites gaffe, il y aura un signe moins entre deux. D'accord? Voilà. Donc je répète, ER vectoriel ER vecteur nul, ER vectoriel Eθ, plus EZ, mais avec le moins évidemment, il ne faudra pas l'oublier. Donc vous avez moins MGL sin θ. Sin θ selon EZ. Voilà. Première méthode. Deuxième méthode, le bras de levier. Deuxième méthode. Le bras de levier du poids qui s'applique en M. Le bras de levier, on notait D2 du poids qui s'applique ici en M vaut qui s'applique ici, qui s'applique en M, alors vaut D2 égale, je vais vous attendre, prendre ma règle, bras de levier du poids. Souplesse c'est intéressant, configuration qui est différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Bras de levier du poids. Alors, pareil, je note D2 ce bras de levier. Donc cette distance ici, finalement, de l'axe à la droite d'action. Bon, où il faut effectuer le penchant orthogonal de haut sur la droite d'action. Première étape, la droite d'action. Je prolonge le poids. Donc le poids est vertical descendant. Donc je prends la règle et je prolonge la direction du poids. On y va. Hop. Ouais, pas si vertical, c'est pas grave. Je prolonge, donc je prends. Ouais, quand même, pas si grand que ça. Voilà, ici, ici, ici. Je vais mettre la légende là-haut. Je note D2. Donc D2, la droite d'action passant par M est portée par le vecteur poids P. D2. Ouais, et là on voit que les schémas sont pas très noirs. Pas du tout, hein. Pas du tout. Bon, vous, ce sera quand même plus net, je pense, sur le schéma. Quand vous prolongez ici le poids, D2, vous allez effectuer le proche orthogonal de O sur D2. Alors attention, O sur D2, le proche orthogonal, j'espère que vous le voyez assez rapidement. Je note H2, ouais, H2, le proche orthogonal de O sur D2. Il n'y a qu'une seule possibilité, d'accord? Pour avoir ici H2, ouais, il est ici, tout le monde le voit. H2, donc là, H2 il est là. Proche orthogonal de O sur D2. Proche orthogonal. Vous, si le poids est vertical, il n'y a pas de souci, hein, vous aurez un angle droit ici, il n'y a aucun problème. Vous aurez l'angle droit, c'est la verticale, là c'est l'horizontale. Là, c'est pas si horizontal que ça. Vous aurez l'angle droit ici. Donc votre bras de levier, c'est la distance de O à H2. C'est OH2. Bien. Donc D2 égale OH2. Bon. OH2. On va pas laisser comme ça, OH2. Non. On va pas laisser comme ça. On va l'exprimer en fonction de L et θ. Donc, pour tout le monde, je répète, je prolonge la direction de P, droite d'action D2. Ensuite, je projette O sur D2. J'ai H2. Proche orthogonale de O sur la droite d'action. Angle droit, il faut un angle, il faut un rectangle. Il faut un rectangle. Tel que, est-ce que tout le monde que l'angle θ que j'ai ici, l'angle θ que j'ai là, je le retrouve là. L'angle θ ici, bon, je vais surcharger un peu le schéma, ici directement, l'angle θ ici. Si je l'ai ici, on fait un sinus θ. Sinus θ égale au H2, donc ça c'est D2, c'est mon bras de levier. Mon bras de levier il est là, c'est D2. Donc c'est D2 sur L. Voilà. Donc tel que, on peut noter, sinus θ, donc opposé, donc bras de levier D2 au H2 sur L. D2, voilà, égale L sin θ. Soit D2 égale L sinus θ. Bras de levier, on en déduit. Alors, donc grâce à la relation, le moment du poids par rapport, attention, à l'axe delta, égale, il faudra fixer le signe, plus ou moins, D2 fois la norme du poids. Bon, ça va vite, la norme du poids c'est mg. Mg c'est la norme du poids. Donc mg par la norme du poids. D2 vaut L sin θ.
Maintenant, le signe plus ou moins. Je compare la rotation du système soumis à son propre poids avec la convention de rotation positive. Bon, en fait, ici, le poids il est là, vertical descendant. Quand le poids agit sur M, tac, regardez ce qui se passe, il a tendance à la ramener vers haut. Quand vous tirez comme ceci verticalement, d'accord, le poids, la masse n'a pas tendance à monter, elle ne va pas monter. Hein. Son poids, elle a tendance à se diriger comme ceci, dans le sens des θ décroissant. Donc dans le sens opposé à la convention de rotation positive. Donc ici, on va prendre le signe de moins. D'où, je vais le faire ici, ça je peux effacer. Voilà. D'où, voilà. Donc pareil, par comparaison avec la convention de rotation positive, le moment du poids par rapport à l'axe delta vaut moins mg, ça c'est la norme du poids, d'accord, je mets un moins, je mets mg, fois d2. D2 vaut L sin θ, donc moins mgl, ici, sinus θ. D'accord? Oui, Maxence. Mais ça dépend de quoi, parce que si il est de l'autre côté, oui, oui, ça dépend, oui. Hein. Mais souvent, votre rendu il sera comme ceci. Hein. Ça dépend, oui, comment. Ouais, bah oui. Mais oui, c'est une sorte de convention. Ça dépend de θ point. Si θ point aussi qui est augmenté avec le temps, ça dépend de la convention de rotation choisie. Hein. Et là, souvent, vous aurez cette configuration-là. La convention de rotation, c'est lié à la règle de la main droite. D'accord? Ici, il dit, regarde, θ croissant. Sens de θ croissant, tout se diriger vers le fond. Mais souvent, on se fait cette configuration. Là, on est simple, on ne l'a jamais orienté dans l'autre sens. Mais de toute façon, c'est périodique. C'est périodique. De toute façon, en plus, il y a un axe symétrique par rapport au mouvement. Après, il y aura frottement. Mais voilà. Chaque frottement, ça va osciller autour de θ égale 0 pour s'arrêter finalement. D'accord? Alors, évidemment, pour vous, dans 15 jours, ne faites pas les deux méthodes. Vous choisissez la méthode qui vous paraît la plus simple. La méthode la plus simple, la plus efficace. Parce qu'à droite, vous allez appliquer le DMC scalaire, puisque tout est donné sur l'axe delta. Donc ensuite, ici, j'ai préparé en deux colonnes. Ici et ici. Dernière étape, ici, vous avez tout en tête. À gauche, on applique le théorème du moment cinétique par rapport au point O. À droite, par rapport à l'axe. D'accord? Donc ici, utilisation ici du TMC par rapport à O. Voilà. Par rapport au point O. Alors que là, c'est l'utilisation du théorème du moment cinétique scalaire. Donc par rapport à l'axe delta. J'ai pas numéroté mon équation. Mince, c'est pas numéro. C'est l'équation où on dérive par rapport au temps le moment cinétique de M par rapport à O égale la somme sur I du moment de toutes les forces. Et il faut reprendre cette équation-là et dire que le membre de gauche, rappelez-vous, on a dit que c'est ml carré, θ point, on a dérivé par rapport au temps moment cinétique. Donc vous prenez cette dérivée temporelle, ça, et vous mettez à droite la somme des moments de toutes les forces. Donc on avait moins alpha, L carré, θ point Z, moment de la force de frottement. Ouais. Moment de la tension du fil, ici qui est égal à 0. Le 0 est celui du poids, moins mgl sinus θ selon EZ. Voilà. Donc là, je reprends l'équation ici du théorème du moment cinétique par rapport au point O. Ça, c'est la dérivée temporelle de L0 de M par rapport à O. Somme sur I des moments des forces par rapport à O. En fait, pour reprendre le numéro de l'équation, ce qu'il faut faire, c'est noter ceci. Hein. L'équation 1 serait ici. Là, je n'ai pas pensé, mais noter 1 devient. D'accord? Après, ce que vous faites, vous projetez selon OZ. C'est-à-dire que selon ici OZ, c'est une équation où tous les vecteurs sont portés sur le OZ. Vous pouvez, entre guillemets, retirer les vecteurs unitaires EZ. En fait, ça revient multiplier scalairement l'équation par EZ. Donc vous aurez ml carré θ point égale moins alpha L carré θ point moins mgl sin θ. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vais passer tout ça à gauche. Donc on aura ml carré. Donc ici, équivalent à cette équation-là. Donc on aura ml carré θ point plus alpha
θ point plus mgl sinus θ égale à 0. Qu'est-ce que je fais ensuite? Vous avez une dérivée d'ordre 2 de θ par rapport au temps, je divise par ml carré. Les demandes de l'équation pour avoir ici θ point point. Donc θ point point plus ici. Donc on aura alpha sur m, je divise par ml carré. Les demandes de l'équation plus divisé par ml carré. On aura du g sur l sinus θ égale à 0. Voilà, c'est parfait. D'accord? Il restera juste ici, je vais mettre là-haut, à poser, comme d'habitude, il faut poser, rappelez-vous, les grandeurs. Donc on commence par oméga 0 carré. Oméga 0 carré égale G sur L. Après vous posez oméga 0 sur Q égale alpha sur M. Donc la première introduit la pulsation propre oméga 0. La seconde introduit le facteur de qualité. D'accord? Pour réécrire, voilà, pour réécrire sous forme canonique, voilà, l'équation différentielle en θ point point plus oméga 0 sur Q θ point plus oméga 0 carré sinus θ égale à 0. Et ça, équation différentielle non linéaire d'ordre 2. Pourquoi non linéaire? Il y a la sin θ. D'accord, ouais, voilà. Et ça, c'est caractéristique d'un oscillateur mécanique amorti. D'accord, donc ça, caractéristique de l'oscillateur mécanique amorti. Voilà. Alors pareil, ça c'est le point de départ. Le point de départ, une résolution numérique. Ouais, résolution numérique. Ouais, avec ça, méthode de l'air pour les systèmes différentiels que l'on verra vendredi. On verra ensemble vendredi, d'accord. Donc système différentiel, rapport à la forme courte, de toute façon. Pour résoudre une équation non linéaire d'ordre 2, on se ramène à deux équations différentielles d'ordre 1 de la forme y' égale f de txy. D'accord. Et on obtient un système dit différentiel sur lequel on applique la méthode de l'air, donc l'approximation affine f de a plus h. On y regarde f de a plus h, f' de a. Donc on construit xk plus 1 à partir de xk, yk plus 1 à partir de yk, tel que xk plus 1 égale xk plus tk plus 1 moins tk fois ici xk et yk plus 1, d'accord, égale ici yk plus tk plus 1 moins tk fois le second membre, donc y' de k. Y' de k, c'est le second membre de votre équation différentielle d'ordre 1. Voilà. Si on vous demande de la résoudre de manière analytique, on se place uniquement dans le cadre des faibles mouvements autour de la position d'équilibre stable, sinus θ équivalent θ. Vous posez l'équation caractéristique, le delta, et si le delta est négatif, le calcul défavorable, les racines sont complexes conjuguées, R1 de bar égale moins B, plus ou moins J racine de moins delta sur 2A, régime transverse pseudo-périodique. D'accord? Maintenant, si on utilise le TMC scalaire, bah, ça revient à prendre ça, hein. C'est ça. C'est cette équation-là? Oui. Ah, la batterie. D'accord. Ouais. Okay. Hop. Merci. Donc là, TMC scalaire, ça revient ensuite à écrire ceci. Donc ça, et reprendre tous les moments scalaires. Ce qu'on a fait, ça. Donc ça revient exactement à la même chose. Hein. Voilà. Et vous continuez, d'accord? Enfin, vous continuez, non. Mais on trouve c'est les mêmes calculs. Hein. D'accord? La seule différence, c'est que là, c'est une équation qui est scalaire, il n'y a pas de vecteur. Là, on a des vecteurs en projet. Donc c'est à vous de choisir la méthode. Soit passer par le calcul des produits vectoriels, soit passer par le calcul des bras leviers. Ah, vous leur faites pas les deux. Surtout pas les deux. Là, je vous fais deux pour avoir du recul. D'accord? Sur ce chapitre que l'on vient de terminer. D'accord? Voilà. Bien. Ouais, on a pris le temps. Voilà. Alors, pour terminer aujourd'hui, on va regarder l'exo 3 spectre de masse. Alors l'exo 3 spectre de masse, exo 4 cyclotron classique en DS, classique. Très classique. D'accord? Bon, notez. Donc exo 3, exo 4, d'accord? Julenac, bon, on l'a corrigé hier, on a vu ensemble les subtilités dans les notations. Bon, d'accord? Bon.
L'exo 3 est quand même plus classique, plus posé. Là, il n'y a pas de souci dans les notations, dans l'énoncé. On va bien lire ce qui se passe. Ici, voilà. Je vais peut-être juste pour rédiger la première question. Le reste, je vais vous laisser faire les calculs, c'est sûrement dans le complexe. Ça, voilà. Ça, je ne cache pas au boulot. Il faut savoir le faire. D'accord? Surtout que ça change par rapport au cours. La pièce initiale, elle n'est plus selon le même axe, donc ça va changer les calculs par rapport au cours. Donc je vais voir si vous allez voir la subtilité dans la résolution du changement de variable complexe. Donc ça, je vais effacer. Ici, on va reprendre ensemble. Hop. Ça, ici. Ok, alors, pour ceux qui sont en distance, on prend l'exo 3, spectromètre de masse. Alors, on va lire ensemble l'énoncé. On se met dans la condition d'un DS et on repère ce qui est important de repérer. D'accord. Et surtout d'avoir une bonne stratégie de résolution. Alors, vous savez peut-être, un de ce moment, vous l'avez certainement dit, le spectromètre de masse, d'accord, vous permet de séparer différents isotopes d'un même élément chimique. Le but, ce serait pour les dénombrer ou pour les sélectionner. Donc, séparation, ça s'appelle une séparation isotopique. Vous avez certainement entendu parler que nous sommes de la séparation isotopique. Donc là, ça peut se faire grâce à un spectromètre de masse. Vous avez le schéma. Le schéma où vous avez une base cartésienne, EX, EY. Tout de suite, vous repérez qu'il y a un champ B, il est perpendiculaire au plan de la feuille. Déjà, le coup doit déjà repérer où est le champ B. Le champ B est perpendiculaire au plan de la feuille, donc dirigez vers vous. Vous avez un point S, S comme source, un point O, d'accord, et une plaque P détectrice. En fait, sur cette plaque, on va séparer les isotopes. Un vaisseau de particules chargées constitué des ions de deux isotopes du mercure. Ah, là on ne parle plus de protons, on ne parle plus d'électrons. Là on parle de cations. La différence elle est fondamentale, ne serait-ce que par la charge et la masse. Donc déjà, voir, premier point, ça fausserait toute votre application numérique. Hein. Au concours, là on va vous parler par exemple ici de deux isotopes du mercure, on parle de deux cations. Deux cations du mercure, ici, où vous avez un nombre de masses, 200, 202, d'accord? Ça c'est important de le repérer. Pour ici, mais la masse du cation et la charge, hein, la charge ici, la charge positive des deux cations. Et en fait, ces deux cations, on ne pourra pas s'embêter, vous voyez, noter 1 et 2. Donc le premier de masse plus faible, notez 1, le 2 plus lourd, notez 2. Bien. Le faisceau de cations, en fait, on a deux cations qu'on veut séparer. D'accord? C'est bon. Ce faisceau est émis par une source S, avec une vitesse initiale quasiment nulle. Ah, vitesse initiale quasiment nulle. La vitesse en haut du cation, en vitesse en haut, vitesse en S déjà. Vitesse en S est nulle. Et vous voyez, ces cations ensuite sont accélérés par une tension U positive. Là, c'est-à-dire qu'on va accélérer ce faisceau de cations par une tension U positive. Vous voyez, cette tension U est dirigée de O vers S. Ah, ça doit vous rappeler, cette semaine, programme de colle, déterminer la vitesse d'un électron accélérée par une tension U. On l'a fait en application du microscope électronique. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Ensuite, en haut, c'est-à-dire qu'entre S et O, vous avez quoi? En S et O, c'est la zone d'accélération. On accélère les cations. On accélère les cations. Une fois qu'ils sont accélérés, ils arrivent en haut, ils pénètrent dans une zone de champ B. En fait, il y a deux zones. Alors ça, c'est classique. Ça fera un bon sujet. Parce que là, vous avez tout. Vous avez d'abord l'étude dans un champ électrique, où vous accélérez par une tension. En fait, c'est ça. Hein. Donner une tension U revient à donner la présence également d'un champ électrique E uniforme et stationnaire. Donc, on accélère les cations entre S et O, puis, une fois qu'ils sont accélérés, ils pénètrent dans la zone de champ B au point O et sont déviés. Je vous rappelle, un champ magnétique ne peut que dévier la trajectoire des cations et d'accord. Ici, la force magnétique ne travaille pas. D'accord. Bon. Et ici, ce champ magnétique, vous voyez B selon EZ, il est uniforme et stationnaire, orthogonal au faisceau incident. Ok. Donner la masse d'un nucléon. Ah tiens, la masse de l'électron sera négligeable devant la masse, ici du nucléon. Donc on ne va pas prendre en compte la masse de l'électron, je vous rappelle, un facteur 1830. D'accord. La tension U de 10 kV, quand même une tension de 10 kV. Un champ B de 0,1 Tesla, quand même. Un Tesla, je vous rappelle, un Tesla c'est déjà beaucoup. Et la charge E, ici pas de problème, E, vous voyez E c'est bien. Entre E égale 1,6 puissance moins 19 coulombs. Première question.
Exprimer les vitesses V1 et V2 acquises respectivement par l'isotopes 1 et 2 du mercure suite à l'accélération par la tension U. Donc là, on relit la question. Exprimer les vitesses V1 et V2 acquises par l'isotopes 1 et 2 suite à l'accélération par la tension U. Bon, sachant qu'en S, ils sont émis avec une vitesse initiale nulle, donc pas de vitesse initiale. On cherche la vitesse finale. Lorsque les électrons sont accélérés par une tension U, on l'a fait intégralement en microscopie électronique. Je l'ai fait en application. Application du grand 2, mouvement dans un champ électrique uniforme et stationnaire, application microscope électronique. C'est la même chose. Et ça, il faut savoir le faire. C'est la première question. Si vous ne l'avez pas, vous serez vraiment bloqué. Hein. D'accord? Parce que si vous n'avez pas, vous n'aurez pas la vitesse initiale. Parce que bien comprendre que la vitesse finale du cation accéléré, ça sera la vitesse initiale d'entrée dans la zone de champ B. Donc il vous faut cette vitesse V1 et V2. Bien, comment on fait? Comment on fait pour déterminer V1 et V2 concrètement? Qu'est-ce qu'on fait? On a un système ici de deux cations. Alors bien sûr, on ne va pas traiter les deux, hein. On en traite un seul, on met numéro 1, numéro 2. Hein. On a une masse, une certaine charge. Il faudra faire attention à l'application numérique. Dans la masse, on prend en compte le nombre de masses. Attention à la charge, qui vaut plus simplement Q égale plus ou moins E. On monte une vitesse finale sans que la vitesse initiale est nulle. Qu'est-ce que vous allez utiliser comme théorème? Surtout qu'on ne vous précise rien. Là, vous pouvez utiliser la dynamique du point, vous pouvez utiliser un PFD. Après, vous pouvez utiliser un autre théorème. Mais maintenant, comme au concours, regardez ce qui suit. On vous propose un changement de variable complexe. Là, c'est calculatoire. Là, ça va être long. Comme ça va être long dans la question numéro 2, long calculatoire, vaut mieux être rapide et efficace dans la première question. Donc, quel est le théorème que vous allez privilégier, Maxence? Ouais. Alors, vous pouvez adopter le théorème de l'énergie cinétique, mais il faudra calculer le travail de la force électrique. Pourquoi pas? Mais vu ce que vous attendez derrière, vaut mieux le faire en deux lignes de calcul. Ça, sont en deux lignes. Hein. Le théorème de l'énergie mécanique se fait ici. Alors, pourquoi? Il faut quand même préciser très rapidement, je sais pas comment, mais très rapidement, le fait que le système est conservatif. Pourquoi? Pourquoi? Bah ouais, il y a le poids. Non, mais le poids, non. Le poids est négligeable en norme devant la force électrique. La seule force en présence est la force électrique qui est conservative. Il y a le dérive de l'énergie potentielle électrique. EP égale QV. QV, rappelez-vous le QV. Q fois le potentiel électrique. Dites pas Q fois la vitesse. Hein. Q fois le potentiel électrique à une constante près. Une fois que vous avez EP, vous dites que le système est conservatif, vous dites que l'énergie mécanique est constante, donc l'énergie mécanique en S se retrouve en O. Donc vous allez avoir 1 demi de M0 carré, plus ici Q fois le potentiel en S, égale 1 demi de MVO carré, ce qu'on cherche, plus Q fois le potentiel en O. Or, une différence de potentiel, c'est une tension, terminé. On retrouve V égale racine de 2QU sur M. Donc question que vous retrouvez également cette semaine en colle. D'accord? Il faut savoir en cours déterminer la vitesse acquise par un électron lorsqu'il est accéléré par une tension U. D'accord? Classique, hein, vraiment classique. Hein, ok? On y va? On fait ça très rapidement, la rédaction, au moins. Et je serai, voilà, tranquille après, sur le changement de variable. Donc M, ici, Q, d'accord? Alors, pareil, là il y a 2 points. Bon, cette notation par rapport aux 2 points, déjà, oh, mince. Oh là, 10%. Aïe. Bon, alors pour ceux qui sont en distance, il me reste 10%, donc 10%, ça va peut-être tenir les 10 minutes, on va dire. Sauf qu'à la fin, ça descend assez rapidement. Donc après, à la fin de l'exo, vous l'aurez sur la chaîne YouTube d'ici 1 heure. D'ici 1 heure, vous l'aurez. D'accord? Voilà, donc si ça coupe, c'est que vous retardez le décharger. Ok? Voilà. Donc ici, d'accord? Donc ça, système informatique matériel pour, voilà, les deux cations. Ici, les deux cations. Ici, du mercure. C'est-à-dire qu'on pose ici un même point matériel. Hein, d'accord? C'est uniquement pour les valeurs numériques, l'application numérique, qu'on fera distinction entre les masses et les charges. On ne s'embête pas ici. Hein, d'accord? Système, le référentiel. Ouais, ce qui m'intéresse rapidement, c'est de montrer que le système est conservatif. Donc je vous rappelle, ceux qui ont l'étude dans un champ électrique, donc première question, d'accord? Ici, en mouvement dans un champ électrique uniforme et stationnaire. Donc le poids, ici, est négligeable en norme devant FE, la force électrique. Donc est négligeable ici en norme, ici devant la force ici électrique, F égale QE. Voilà, donc première chose, ça on le rappelle. F égale QE. Ok. Ensuite, la force électrique, ça faut quand même le préciser. La force électrique, F égale QE. Elle est conservative. F égale QE. Je vous rappelle, E est le champ électrique, exprimé en vol par mètre.
Q, la charge électrique en coulomb. F, la force électrique en newton. Elle, les conservative, voilà, et elle dérive de l'énergie potentielle électrique. Là, il faut le mettre. On aura besoin pour justifier l'expression de l'énergie mécanique, de l'énergie potentielle électrique en E égale QV, énergie potentielle électrique. Alors EPM égale, alors je vais mettre EPE, E pour électrique, égale QV plus ici une constante, et attention, dans le QV, V est le potentiel électrique, exprimé en volt. Potentiel électrique. Ok. Le système est conservatif. Voilà. Alors il se peut, comme dans votre DL, ça montrer que le système est conservatif. Terminé. Le système est conservatif. J'ai pas dit, mais il n'y a pas de frottement. C'est vrai que là, on énoncé, il n'en parle pas, il n'y a pas que de frottement fluide. L'invite poussée permet de limiter les collisions entre les cations et molécules d'air. Donc le système est conservatif et caractérisé par énergie mécanique constante. D'accord? Il est conservatif et caractérisé par, ici, une énergie mécanique constante. Donc je note ici en dessous, pardon, EM, de M dans R, est une constante. D'accord? Voilà. Donc ici, donc, je peux noter par une conservation ici de l'énergie mécanique. Voilà, comme ça je termine ma phrase comme ceci. Donc EM égale constant. Et cette conservation de l'énergie mécanique ici, que l'on traduit entre S et O. Voilà. Donc que l'on traduit, voilà, entre S et O, entre deux points. Entre S et O, donc on y va, ça fait la vitesse. Donc énergie cinétique au point S plus énergie potentielle électrique au point S égale énergie cinétique au point O plus énergie potentielle électrique au point O. Voilà. Avec le point S, c'est le point source. D'accord? Donc là, je rappelle le potentiel électrique V en volts. Le système est conservatif. Il est caractérisé par une conservation d'énergie mécanique, E égale constante. Et cette conservation d'énergie mécanique, vous traduisez entre deux points, le point source et le point O. Alors, au point source, la vitesse est nulle. Ouais. Donc il va rester Q fois le potentiel en S égale 1 demi de M V0 carré plus Q fois le potentiel en O. Ouais. Donc vous allez avoir 1 demi de M V0 carré égale Q potentiel en S moins potentiel en O. Voilà. Maintenant, il faut regarder la flèche de tension. Donc là, attention au schéma. Là, sur le schéma, il faut regarder comment est indiquée votre flèche de tension. Une tension, ici, vous voyez la flèche de tension point égale S. Donc U égale VS moins VO, je vous rappelle. Donc U, ici égale V, VS, potentiel en S moins potentiel en O. Donc là, vous retrouvez le résultat classique. V0 égale racine de 2QU sur M. Attention, et ce indifféremment pour les deux cations. Ce qu'il faudra changer, c'est masse et charge des deux cations. D'accord? Donc attention ici, pour le cation. Donc, attention, quand vous allez passer, on vous demandera de passer aux dilatation numérique. Ici, pour l'isotope 1, ce qu'il faudra faire ici, c'est déjà regarder le nombre de masses. Ici, vous allez avoir ici une charge Q1 égale 2E et une masse M1 qui est environ égale à 200 fois la masse d'un nucléon. On néglige la masse des électrons. Donc si la masse ici du cation considéré, c'est 200 M. D'accord? Voilà. Ici, pour l'isotope 1, alors que pour l'isotope 2, ça c'est quand vous déplacez l'application numérique, vous allez avoir la même charge. Ici, Q2 égale 2E, par contre, lui il est à 202. Vérifiez, il y a 202. 202. Voilà.
Donc juste cette petite subtilité là. Voilà. Ok. Donc, première question, la vitesse du cation accéléré entre S et O. Bien, là on l'a. Maintenant, le cation pénètre dans la zone de champ B. Deuxième question, équation horaire du mouvement des cations en utilisant le changement de graphe complexe. Quand on est dans la zone de champ B, c'est-à-dire qu'arrivé au point O, on arrive dans un champ B perpendiculaire à zéro. Alors là, on vous impose un changement de variable complexe. Donc là, ce qu'il faut faire, ici, c'est, première étape, établir les idéales d'ordre de couplé. Rappelez-vous, établir ceci. Donc il faut établir ceci. Donc établir ici par application du PFD. Donc vous appliquez le PFD, ici, masse fois accélération égale Q vectoriel V, pour aboutir à x point point égale moins oméga c, plus oméga c y point, pardon. Y point point, et ici ça fait moins oméga c x point, et z point point égale à 0. Voilà. Donc là on est arrivé là. D'accord? Donc je ne reprends pas le PFD. Hein. Le PFD, vous allez écrire ici masse fois accélération de F dans R égale QV, ici vectoriel B. D'accord? Voilà, je vous rappelle, le poids est négligiblement norme devant la force magnétique. Et là, ce sur quoi je vais vous laisser travailler ici, quelques minutes, c'est sur ce changement de variable complexe. Ouais. Parce que là, ce qui change par rapport au cours, c'est qu'ici, la vitesse initiale, elle est donnée selon l'axe OY. Donc ici, ce qui change par rapport au cours, ici, la vitesse initiale, quand on rentre dans la zone de champ B, ben c'est la vitesse précédente, donc racine de 2QU sur M, mais attention, elle est portée selon EY. Donc ici, la vitesse initiale change par rapport à ce qu'on a pu faire dans le cours. D'accord ? La vitesse initiale, quand on rentre dans la zone de champ B, c'est la vitesse obtenue après accélération dans la zone de champ électrique. D'accord ? Bien. Ici, et on demande d'appliquer, ici, donc, le changement de variable, donc changement de variable complexe. Donc on a un changement de variable ici complexe en U bar. U bar, ici, donc U bar égale Vx plus JVy. Voilà. Vx plus JVy. Ou J carré égale à moins 1. Donc, alors, assez technique, hein. Assez technique, je vous rappelle. Ici, vous allez avoir l'équation 1, l'équation 2. Vous posez le PFD. Vous avez ici un système d'équations différentielles couplées. Première étape, vous allez faire 1 plus 2J. Donc équation 1 plus l'équation 2 fois J. Ça doit vous mener sans erreur. Ça doit vous mener à ceci. À D U bar sur dt plus U bar égale à 0. D'accord? Sans erreur, ici, avec un J, pardon, plus J oméga C U bar. D'accord? Voilà. Donc 1 plus 2J, d'accord? Je vous rappelle, ça va vous mener à une équation différentielle ici en du bar sur dt plus j oméga c, où oméga c c'est la pulsation cyclotron, u bar égale à 0. Ça faut résoudre. À résoudre, compte tenu ici des conditions initiales. Donc ça va vous donner accès à v selon x et v ici selon y. D'accord? Deux composantes de vitesse, selon x et selon y. D'accord? Donc v selon x et selon y. Une fois que vous avez les composantes de vitesse selon x et selon y, vous allez intégrer. Donc par intégration, les composantes cartésiennes de la vitesse, on obtient x de t, y de t. Donc on obtient ici x de t égale y de t égale. Pour aboutir à quoi? Vous devez aboutir à l'équation cartésienne d'un cercle. Voilà. Donc équation cartésienne d'un cercle. Alors attention ici, cette équation cartésienne du cercle, elle sera différente de celle du cours.
La grosse différence, elle est là. Vous avez ici une vitesse initiale selon OY. D'accord? Voilà, je vais entamer le calcul, vous savez pas. Je pense après, ceux qui savent le faire en 5 minutes, c'est faisable. C'est un petit peu dans 5 minutes, mais bon, il faut être à l'aise. Hein. Là, il faut envoyer. D'accord? C'est il faut envoyer. Mais c'est faisable. D'accord? Voilà. Donc le PFD, équation différentielle linéaire découplée, 1 plus 2j, ça, à résoudre compte tenu des conditions initiales. Pourquoi? Ça vous donne les composantes cartésiennes. Toujours comprendre pourquoi on fait ça. On fait ça pour obtenir l'équation cartésienne du cercle et donc avoir les coordonnées du centre du cercle. Et on montre clairement que oui, la trajectoire est bien un cercle de centre C d'orient. Donc on aura les coordonnées du centre, on aura le rayon du cercle, on aura tout ce qu'il faut. Là on n'aura rien à mettre, on aura toutes les données. D'accord? Allez, je vous laisse commencer. Alors pareil, c'est le moment de me dire si ça va ou pas sur ce chapitre. Sur la résolution. Comment? Donc là, rappelez-vous, on inverse le rôle de partie imaginaire et partie réelle. Donc une opération consiste à multiplier divisé par J, d'accord, pour faire apparaître les quadrifs en plus bas. Et une fois que vous avez ça, vous devez la résoudre compte tenu des conditions initiales. Ça, c'est projection numérique. Là, tu prends une masse, une charge quelconque. Ouais, vous pouvez dire sur le salon que là, ça va, le voit, ça a coupé. Ah, ils l'ont dit, ouais, c'est là, je parle. Ouais, je l'avais prévu, mais là, tu peux pas là. Mais bon, je n'ai pas chargé ce matin. Là, tu vois, c'est des cas qui sont aussi plus profonds les creux. Donc, forcément, comme c'est des édifices ici un peu plus lourds, la charge est différente. Charge ici qui vaut 2 E. Et la masse, c'est la masse du cathode, c'est la masse de tous les nucléons. On prend pas les électrons. D'accord? C'est le nombre de masses en fait. C'est ça, ouais. Bah, de toute façon, c'est une conclusion. C'est ça. C'est cyclotron spectromètre. Voilà. Après, ils vont être des sujets plus complexes, plus exotiques, mais si on reste classique, c'est ça. C'est le spectromètre, on peut vraiment la faire. Cyclotron, j'ai fait la vidéo complète pour la résolution. Les spectrons de masse. Ouais, ça c'est classique. Grand classique. Ouais, c'est M. Morin qui a fait se connecter. Il fait vous faire cours de chimie un matin, avec sa 4G, il y a de la sinon, il m'a dit en chimie, vous faire son cours de chimie un matin à 8h, Pepsi. Au bout de 5 minutes, rien, plus rien. Il a arrêté son cours. Il a dû arrêter son cours le matin. Donc, waouh! Vous êtes chimie, en fait, c'est en 4G.